Bonjour à toutes et à tous, et ravi de vous retrouver. Nous allons parler aujourd'hui des trois grands sujets chauds du moment. D'abord la bourse, alors elle flambe, parfois ça baisse un petit peu, est-ce que c'est durable? Est-ce qu'on a une bulle qui est là? Est-ce que ça va continuer de flamber? On va en parler, une question qu'on pose tous les jours, donc c'est important d'y répondre. Deuxième grande question, les taux d'intérêt des crédits, on l'avait annoncé ici même qui allait augmenter, ça y est, ça continue d'augmenter, on a même des records depuis plusieurs années, notamment en France. Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que ça va durer? Et puis bien sûr, l'économie française, on vient d'avoir les chiffres de l'inflation du mois de février, on nous disait ça y est, le plus dur est passé, non pas du tout, comme on vous l'avait déjà annoncé. L'inflation continue d'augmenter. Est-ce que ça va durer? On annonce un mois de mars rouge. Est-ce que ça va être le cas? Et puis surtout, est-ce que l'économie française n'est pas en danger avec des risques de blocage pour le 7 mars prochain et ainsi de suite? Donc tout ça montre bien qu'on a une situation un petit peu compliquée. Donc c'est important de répondre à ces questions, évidemment, en toute objectivité, sans langue de bois, toujours bien sûr avec des graphiques réalisés sans trucage. Et on commence tout de suite avec justement, j'en parlais, le chiffre qui vient de sortir, l'inflation française du mois de février. Et voilà, on est remonté à 6,2%, un niveau qu'on avait atteint à l'automne dernier. Mais si on regarde bien, c'est un plus haut, regardez bien, depuis 1985. Juin 1985, on n'a jamais atteint une telle inflation, 6,2%. Chiffre INSEE, bien entendu, comme vous le savez, également des normes Eurostat, des normes harmonisées européennes. Là, on est remonté également à 7,2%. Donc, c'est évidemment un sommet depuis... Alors, si on prend les chiffres d'Eurostat, comme on les a que depuis 90-91, c'est un sommet historique. Si on essaye de rétropoler avec les chiffres français de l'INSEE, c'est un plus haut depuis 1984. Donc, on se rend bien compte qu'on a des niveaux exceptionnellement élevés de l'inflation. Encore une fois, cette inflation, c'est une moyenne. Elle ne retrace pas ce qui se passe pour beaucoup de Français, parce que dans l'inflation, il y a bien sûr les télévisions, les ordinateurs. On n'achète pas un ordinateur tous les jours. Par contre, on achète de l'alimentation tous les jours, et c'est cela qui continue de flamber très fortement. Voici le détail pour l'instant donc des chiffres du mois de février, chiffres de l'INSEE, regardez bien, donc là on voit l'inflation globale 6,2%, mais regardez surtout l'inflation alimentaire, 14,5% d'augmentation en février 2023. Et il y a un an, vous voyez, on avait 2,1% d'inflation alimentaire. On voit bien cette tendance incroyable et qui va se poursuivre parce que malheureusement, maintenant, on a des négociations qui sont là entre les distributeurs, les industriels, etc. et autres. Et donc, les hausses de prix vont arriver notamment au mois de mars. Ce qui veut dire que l'inflation alimentaire va encore augmenter. Alors, vous savez que dans ces conditions, on a une petite baisse des prix, donc de l'inflation du moins de l'énergie. Vous voyez, on est passé de 16,3 à 14%. Ça reste quand même extrêmement élevé. Produits manufacturés, 4,6% d'augmentation. Et regardez même les services, 2,9% d'augmentation, ce qui veut me dire que l'inflation est en train de se généraliser. Donc je vous rappelle ce qu'est l'inflation. Ce n'est pas l'augmentation des prix au mois le mois, c'est l'augmentation des prix sur une année. Ça veut dire qu'au mois de février 2023, on compare le niveau des prix par rapport au mois de février 2022. Et donc au mois de mars, évidemment, 2023, on va se comparer au mois de mars 2022. C'était le début à l'époque donc de la guerre en Ukraine et on avait eu une flambée des prix énergétiques notamment. Donc c'est vrai que sur le glissement annuel global, on risque d'avoir une sorte de stabilisation un petit peu artificielle, mais au niveau notamment alimentaire, ça va continuer d'augmenter. Donc on se rend bien compte que l'inflation, malheureusement, est loin d'être résolu, et sachant que les indicateurs avancés montrent que ça va encore continuer d'augmenter. On a par exemple eu les prix à la production en France. Alors c'est vrai que vous voyez, le glissement annuel, donc là c'est la courbe bleue ici, a baissé, donc ça c'est les prix à la production que payent les entreprises. Donc, vous vous souvenez, on était à près de 28% il y a encore quelques mois, donc là mécaniquement on a une baisse donc, du glissement annuel, mais les prix continuent d'augmenter très fortement. Vous voyez là c'est le détail, au mois de janvier, c'est le dernier chiffre dont on dispose, plus 1,6% des prix à la production, juste sur un mois. Sur 3 mois, 3,2%. Et même sur un an, c'est quand même quasiment 15% d'augmentation. Donc ça montre bien que l'inflation va rester sur des niveaux élevés. Elle pourrait même augmenter 7-8%. Et encore une fois, on a tout le problème entre l'inflation affichée et l'inflation ressentie, puisque les biens qu'on consomme au quotidien, évidemment, augmentent beaucoup plus. Et notamment pour les ménages modestes, qui ont une part des biens alimentaires beaucoup plus élevée que pour les autres ménages en moyenne. On a déjà une inflation à 12-13%. Donc ça, c'est un vrai danger social, sociétale, une inflation qui est en train de s'installer et malheureusement qui devient incontrôlable. C'est là le drame, c'est que on dit oui, il faut monter les taux d'intérêt, oui, enfin, c'est monter les taux d'intérêt, ça va pas forcément cher tout de suite, peut-être un petit peu sur l'euro, mais sinon, donc, ça va limiter l'inflation importée, mais on se rend bien compte, cette inflation, on l'a laissé filer et maintenant c'est extrêmement compliqué de la contrôler et les ménages, évidemment, en sont tout à fait conscients et c'est pourquoi on a également eu un chiffre, donc tout récent qui vient d'être publié,
la nouvelle baisse de l'indice de confiance des ménages. Ça n'arrête pas de baisser. Alors ça avait un petit peu remonté, c'est vrai, à l'automne dernier, avec justement, enfin du moins l'hiver dernier, c'était au mois de décembre notamment, où on avait eu une petite baisse de l'inflation. Donc les ménages s'étaient dit, bon allez, ça y est, ils avaient cru ce qu'on leur avait dit, le plus dur est passé. Puis non, de nouveau, l'inflation continue d'augmenter. Donc la confiance des ménages repart à la baisse. Ça, c'est extrêmement dangereux pour le climat global que nous avons, d'un point de vue social, sociétal, avec donc les grèves qui arrivent à partir du 7 mars, reconductibles ou pas, enfin on le verra. Mais tout le problème est là, c'est que les Français, au-delà du problème des retraites, d'ailleurs on n'en parle plus vraiment finalement, sont inquiets sur leur avenir, sur leur perspective de niveau de vie, de pouvoir d'achat. Et donc c'est pourquoi aujourd'hui on a une situation assez explosive en France, en fait extrêmement prudent, sachant que ben voilà, si évidemment on s'arc-boute sur l'âge de départ à la retraite et que les grèves durent, là ça va aggraver une situation économique qui est déjà très grave. On pourrait avoir une récession qui s'impose en France. Et d'un autre côté, si évidemment le gouvernement lâche complètement, supprime la retraite, supprime la réforme, pas la retraite, le plus révélateur, alors là évidemment il va y avoir une sanction des investisseurs, une sanction des marchés, et les taux d'intérêt vont continuer d'augmenter. Et c'est ça le deuxième grand problème auquel nous sommes confrontés aujourd'hui, c'est que les taux d'intérêt des obligations d'État n'arrêtent pas d'augmenter. On va voir le cas de la France. Au moment où je vous parle, nous sommes à quasiment 3,2% de taux d'intérêt à 10 ans. C'est du jamais vu depuis le 10 janvier 2012. Il y a plus de 11 ans, donc c'est assez incroyable. On a cette tension incroyable, donc d'augmentation très forte des taux d'intérêt. Donc ça, c'est taux d'intérêt à 10 ans des obligations de l'État français. Mais voilà, ça flambe. Donc si évidemment on a une crainte encore d'augmentation de la dette publique, ce qui est très probable, à ce moment-là, les taux d'intérêt vont continuer d'augmenter. Alors pour faire simple, nous vivons aujourd'hui le plus grave krach obligataire depuis 1986-87. Oui, je vous ai fait un petit graphique ici qui représente donc l'évolution des taux d'intérêt donc à 10 ans de la dette publique française. Donc là, on voit le krach actuel. Donc nous sommes passés, entre janvier 2021, on était à moins 0,4. Là, on est donc à 3,2. Ça veut dire 3,6 points de hausse. Le dernier krach obligataire, c'est-à-dire l'augmentation des taux d'intérêt des obligations d'État, c'était entre janvier 1999 et janvier 2000. À l'époque, on avait eu 2 points de hausse. Donc c'était bien inférieur aujourd'hui. En 1994, aussi très grave krach obligataire qui avait coûté très cher à l'économie, notamment française, mais également mondiale. À l'époque, les taux d'intérêt avaient augmenté de 2,8%. C'est vrai que 2,8 points exactement. C'est vrai qu'on était beaucoup plus haut, on est monté à 8,4%, mais en termes de variation, c'était moins élevé qu'aujourd'hui. Et alors ensuite, pour retrouver plus, il faut remonter à 86-87, vous voyez, où là on avait un krach obligataire beaucoup plus fort, avec donc des taux d'intérêt qui étaient montés de 7,4 à 11,9%, c'est-à-dire 4,5 points. Mais bon, 3,6, 4,5 points, on n'en est pas loin. Alors même si les niveaux sont encore relativement bas, 3,2%, c'est pas non plus dramatique, mais néanmoins, ça reste un krach énorme, c'est-à-dire l'augmentation des taux d'intérêt est énorme et va jouer bien sûr sur l'activité, sur l'investissement, sur la consommation, sur la croissance au sens large. Alors sachant qu'en plus, l'inflation est toujours très élevée, on vient de le voir, et donc elle devrait justifier une augmentation des taux d'intérêt plus élevés encore. Vous voyez, la dernière fois qu'on avait une inflation aussi forte, oui, on avait des taux d'intérêt bien plus élevés, bien entendu, on était à 8-10%, alors on ne va pas forcément y arriver, bien sûr, parce que le contexte est complètement différent, mais tout de même, on voit bien que cette inflation devrait encore générer une augmentation des taux d'intérêt monétaires, mais également donc obligataires. Alors on me dit, oui, mais bon, c'est pas grave, justement, parce que l'inflation, elle rembourse la dette, donc tout va bien, ce qu'on appelle le taux d'intérêt réel est négatif. C'est que si on compare donc le taux d'intérêt nominal, donc à 3%, on enlève l'inflation, donc à 6%, ça veut dire moins 3. Donc on dit, bah voilà, taux d'intérêt négatif, tout va bien. Oui, mais ça ne fonctionne que si les revenus, les salaires augmentent à l'aune des prix. Ce qui évidemment n'est pas le cas aujourd'hui. Donc ce qui veut dire que là, les ménages, c'est la double peine. Ils ont une augmentation effectivement de l'inflation, donc une baisse du pouvoir d'achat, puisque leurs revenus n'augmentent pas aussi fortement que les prix, et parallèlement, les taux d'intérêt augmentent, ce qui veut dire que là aussi, s'ils ont des crédits à faire, ça leur coûte encore beaucoup plus cher s'ils veulent s'endetter pour demain. Il y a beaucoup de ménages qui sont surendettés également, certes à taux fixe, mais si demain il y a un revers de situation avec une augmentation des faillites et puis ensuite du chômage, évidemment, certains ne pourront pas rembourser leurs endettements, et donc ça veut dire risque de vente des biens immobiliers, risque de faillite de certains ménages. Bon, une situation quand même extrêmement compliquée aujourd'hui où les Français se sont mis en danger avec une très forte dette, le taux d'intérêt augmente, l'inflation est trop forte, la croissance est en train de baisser, donc ça c'est extrêmement douloureux. D'autant que donc, les taux d'intérêt des crédits donc, dépendent de l'inflation, qui reste donc élevée, qui va encore augmenter, mais ils dépendent également
de la dette publique qui, elle aussi, n'arrête pas d'augmenter. Donc là, vous vous souvenez, ce graphique, je l'avais présenté pendant la période du coronavirus, et après, je vous montrais la flambée de la dette publique française. On était même monté à 118%, là on est à 113,7 exactement, alors que les taux d'intérêt étaient à zéro. Donc c'était tout à fait anormal. Donc il y avait un écart énorme, parce que justement, c'était la Banque Centrale Européenne qui achetait cette dette publique. Donc on avait cette planche à billets qui masquait un peu tout. Aujourd'hui, on a arrêté tout ça, l'inflation est là, et parallèlement, donc, les taux d'intérêt rejoignent un niveau plus normal par rapport au niveau de dette publique. Mais ce n'est pas terminé. Effectivement, comme la dette publique va rester très élevée, et on pourra avoir des taux d'intérêt qui augmentent à 4% pour le taux d'intérêt à 10 ans de la dette publique française. Donc ça veut dire des taux de crédit qui pourraient monter à 5-6%, bien sûr, pour l'immobilier, par exemple, sur 15-20 ans, avec assurance comprise. Donc là, évidemment, beaucoup de ménages ne pourront pas, bien entendu, s'endetter. Les prix de l'immobilier vont baisser, ce qui veut dire qu'on aura là aussi une situation extrêmement compliquée. Alors, d'autant que cette augmentation des taux d'intérêt se généralise. Alors, bien sûr, on la voit aller en France, elle est également donc en Italie, en Grèce. Alors, on n'a pas retrouvé les plus hauts qu'on avait à l'automne dernier, mais quand même, on est à 4,5% en Italie, en Grèce. Alors je vous ai fait un petit tableau pour vous montrer un petit peu aujourd'hui où nous sommes quand même sur des niveaux très élevés de taux d'intérêt à 10 ans, des plus hauts depuis bien longtemps. Vous voyez là, on a donc le taux grec et italien, donc 4,5, 4,54. Le taux italien reste supérieur d'ailleurs au taux grec, donc des plus hauts depuis. Alors c'est vrai qu'on avait atteint ça donc à l'automne dernier. Après, il faut remonter à donc décembre 2017 pour avoir un niveau plus élevé en Grèce, et à juin 2013 en Italie. En Espagne, on n'en parle pas beaucoup, mais regardez, le taux d'intérêt est monté à 3,74%, un plus haut depuis février 2014. Sur la France, on vient de le voir, donc 3,18%, et ce n'est pas terminé, un plus haut depuis janvier 2012. Et regardez, même les Allemands, 2,71% de taux d'intérêt à 10 ans, un plus haut depuis juillet 2011. Donc on a bien une situation qui est en train de se déliter au niveau de la zone euro, qui devient extrêmement dangereuse, parce que, bien sûr, les taux d'intérêt augmentent. Donc dans ces conditions, pour dire, les marchés boursiers vont arrêter de flamber, finalement, pas vraiment, notamment sur le CAC 40, c'est vrai qu'on a cette situation où les marchés boursiers continuent de flamber. Alors ça y est, on a même atteint 7366 le 16 février dernier, on était quasiment sur des sommets historiques, on est quasiment 30% de hausse entre le plus bas de septembre 2022 et le plus haut du 16 février 2023, c'est formidable. Alors après ça a baissé, là ça remonte à 7300 points. Bon, en fait, il faut être honnête, globalement, je fais mon meilleur culpa, je suis désolé pour ceux qui n'ont pas acheté à ce moment-là, c'est vrai que je n'avais pas conseillé. Alors j'avais annoncé la baisse de l'année dernière, c'est sûr, mais cette flambée du début d'année, c'est vrai qu'on l'a pas vu venir parce qu'on a annoncé justement une hausse des taux d'intérêt des obligations d'État, ce qui se produit, l'inflation qui continue, ce qui se produit, la récession qui est toujours là ou quasiment là, même si elle est moins forte que prévu, et donc là aussi ça s'est produit. Pourtant les marchés continuent de flamber. Donc il y a un problème, on a toujours ces liquidités qui sont quand même là, elles n'ont pas complètement disparu, donc ce qui alimente cette dynamique, et donc je rappelle qu'à ce moment-là, il faut rester extrêmement prudent. Alors c'est sur le CAC 40, d'ailleurs il y a un effet d'optique, parce que bien sûr il y a les valeurs du luxe qui ont porté le CAC 40, un petit peu également l'aéronautique. Si on regarde le Standard & Poor's 500, donc les 500 plus grandes entreprises américaines, on voit que c'est pas du tout, je dirais, la même dynamique, même on reste toujours baissier, vous voyez, alors ça a un petit peu augmenté, donc entre octobre et février dernier, on a fait 16,8% de hausse, mais en revanche, vous voyez qu'on reste toujours baissier par rapport au niveau donc, de début 2022, on est toujours sur 17,2% de baisse. Donc là, on voit bien qu'il y a un effet d'optique un petit peu sur le CAC 40, il y a quand même beaucoup d'entreprises qui souffrent aujourd'hui au niveau mondial, également aux États-Unis. Donc c'est là qu'il faut rappeler, encore une fois, les fondamentaux économiques. Encore une fois, je ne suis pas là pour dire ça va baisser ou pas, je suis là pour simplement essayer de voir ce qui va se produire. Des fois on a raison, des fois on a tort. J'ai souvent annoncé d'ailleurs des hausses boursières, malgré ce qu'on entend parfois. Par exemple, au lendemain du crack après en 2009, je tiendrai à dire que ça allait augmenter, et ainsi de suite. Mais c'est vrai que là, on a cette situation assez incroyable. Donc je rappelle ce que représente, comment on fixe un cours boursier. Le cours boursier, ce sont les dividendes à venir, divisés par le taux d'intérêt. Tout simplement, pour faire simple. Pourquoi divisé par le taux d'intérêt? Parce que c'est actualisé, évidemment. Donc en gros, qu'est-ce qui se passe quand on a une récession qui s'installe, même si elle est moins forte que prévu, il y a quand même une stagnation économique, une économie un peu, je dirais, fragile, même si un char démarre un petit peu en Chine. Donc les dividendes de demain seront moins élevés. Attention également sur les profits, on dit oui, ils sont historiquement élevés, il y a un effet d'optique. C'est-à-dire que là aussi, comme l'inflation a augmenté, le chiffre d'affaires a augmenté. Mais comme les coûts, notamment les salaires, n'ont pas augmenté comme les prix, et bien vous avez compris que donc le chiffre d'affaires a augmenté avec un effet
inflation, alors que les coûts n'ont pas forcément augmenté. Et donc, ce qui veut dire que la différence entre les deux, c'est les profits. Donc, ce qui fait que les profits, grâce à l'inflation, pour l'instant, ont augmenté. Après, on va avoir l'effet inverse, c'est que les prix ont tellement augmenté que ça va casser l'activité, donc le chiffre d'affaires va repartir à la baisse. Et donc, comme là, à l'inverse, les prix les salaires risquent d'augmenter un petit peu, donc on aura à ce moment-là une réduction des profits, donc une réduction des dividendes. Donc le numérateur baisse. Et le dénominateur taux d'intérêt, on vient de le voir, ils augmentent, ces taux d'intérêt obligataires, puis également taux d'intérêt monétaire. Les banques centrales, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, elles vont continuer d'augmenter les taux d'intérêt parce qu'il y a cette inflation qui est là, ne serait-ce que pour crédibiliser leur discours. Déjà, elles n'ont pas beaucoup de crédibilité, donc maintenant elles sont obligées d'augmenter les taux d'intérêt. Donc, vous avez compris, c'est pas de la mathématique très compliquée. Si le numérateur baisse et que le dénominateur augmente, le ratio, il baisse. Donc les cours boursiers doivent effectivement baisser en temps normal. Maintenant, c'est vrai que comme on n'est plus dans la normalité, pourquoi pas, bien entendu, mais donc il faut rester extrêmement prudent. Et je rappelle également ce qu'on appelle les price earning ratio, combien de fois la valeur de l'action capitalise les bénéfices, entre guillemets, donc ce qu'on appelle ce price earning ratio. Généralement, on considère qu'au niveau normal est autour des 12, historiquement parlant, bien entendu. Si là, on regarde ne serait-ce que le CAC 40, j'en parlerai dans une autre vidéo plus longue sur les marchés boursiers, mais on voit que le CAC 40, aujourd'hui, le PER, le price earning ratio, est à 25, alors, contre un niveau normal de 12. Alors bien sûr, si les profits augmentent demain, tout va bien, mais on vient de voir que ça ne sera pas forcément le cas. Alors c'est sûr qu'il y a les valeurs du luxe qui tirent un peu tout ça. Regardez, Hermès, 54. C'est une super boîte, c'est sûr, mais est-ce que ça justifie un PER de 54, ou L'Oréal 36, Logistème 51, LVMH 29, voilà, et ainsi de suite, Airbus également qui remonte. Donc tout ça pour dire, c'est bien beau, bien entendu. Donc ceux qui ont réussi à avoir cette phase de hausse, tant mieux, prenez vos bénéfices, parce qu'il y a quand même des grands dangers sur l'avenir. Donc justement, pour conclure, quels sont les dangers qui nous menacent pour les prochains mois, voire les prochaines semaines, notamment pour les marchés boursiers? Eh bien, d'abord, on voit que la croissance mondiale va rester faiblarde, on voit que l'industrie mondiale reste encore en récession, il y a la Chine qui redémarre, mais ça reste quand même très très fragile. Nous avons une inflation qui va rester élevée, et ça c'est évidemment antinomique avec ce qu'annonçaient certains prévisionnistes il y a encore quelques temps. Bon, c'est vrai que ça fait 2 ans que les prévisionnistes au sens large n'ont pas vu cette inflation. Nous on l'a vu, merci de le reconnaître encore une fois, mais c'est vrai que on a cette inflation qui est là, mais beaucoup ont refusé de le voir et n'ont pas arrêté de dire ça y est, le plus dur a été atteint, maintenant ça va baisser. Bon, sauf que cette inflation, elle est là et malheureusement elle dure. Et donc là aussi ça va jouer négativement sur l'activité et également sur les marchés boursiers. Les taux d'intérêt monétaires vont donc encore augmenter, comme j'évoquais à l'instant, que ce soit aux États-Unis et pour la Banque Centrale Européenne. La dette publique, évidemment, comme on est dans une fuite en avant permanente, elle va encore flamber. On va dépasser les 3 000 milliards d'euros dans la zone euro très rapidement. Donc là aussi, ça va faire mal. Et donc, parallèlement, les taux d'intérêt des obligations d'État, qui ont fortement augmenté, vont eux aussi continuer d'augmenter. Et donc, ce qui, normalement, devrait agir à la baisse sur les marchés boursiers. Et puis, bien sûr, il y a ce risque pour la France. Ça, on n'en parle pas trop, mais on le voit bien au jour le jour, il y a cette tension qui est en train de monter, et puis une opposition assez nette entre, d'un côté, effectivement, on va dire la rue, au sens large, et puis le gouvernement qui ne veut rien lâcher, avec beaucoup de manque d'humilité, j'ai envie de dire, voire de mépris parfois, et ça c'est très très dangereux. Donc on risque là aussi d'aller au clash, et s'il y a une crise sociale ou sociétale en France, évidemment, quelle que soit l'issue, soit on retire la réforme, soit on la passe en force et on maintient une grève durable, donc là évidemment on aura perdu en crédibilité, elle est déjà pas très forte, et donc les taux d'intérêt des obligations d'État vont encore augmenter, et qui paiera à la fin? Voilà, c'est malheureusement la classe moyenne, c'est-à-dire on va avoir une hausse des taux d'intérêt, ensuite on risque d'avoir une augmentation des impôts, et donc voilà, encore une fois, d'un nom de la farce, ce sera le contribuable, la classe moyenne, et c'est ça qui est pernicieux, parce que si la classe moyenne s'appauvrit, ça alimente la crise sociétale. Donc c'est vrai qu'on a un risque social et sociétal français qui est très fort, et puis si la France, évidemment, ne respecte pas ses engagements, à ce moment-là, on a également un risque pour l'ensemble de la zone euro. La France est quand même la deuxième puissance de la zone euro, derrière l'Allemagne. Et donc tout ça montre qu'il y a un risque également de raviver la crise de la zone euro. Et donc là, bien entendu, attention, l'euro pourrait repartir à la baisse. Le taux d'intérêt également des obligations d'État fortement augmenté, générer, donc aggraver le krach obligataire. Alors, c'est vrai qu'on n'en parle pas du tout, mais il y a aussi l'affaire Crédit Suisse, donc la grande banque suisse qui a des créances douteuses un peu partout. Est-ce qu'elle va faire faillite ou pas? Là, ça serait évidemment Lehman Brothers puissance 2 ou 3, donc ça pourrait être extrêmement dangereux, mais on met ça sous le tapis. On ne veut pas en parler, tout va bien dans le meilleur des mondes. C'est vrai qu'il y a le gouvernement suisse, mais il ne pourra pas sauver complètement Crédit Suisse, mais néanmoins, attention, il y a là aussi un danger qui est là, avec énormément de ramifications pour l'ensemble du système bancaire mondial, et ça aussi, on ne veut pas le voir. Sans oublier, dernier point, bien sûr, les risques géopolitiques. Ça, bien sûr, on ne les maîtrise pas. C'est sûr que si demain la guerre entre l'Ukraine et la Russie s'arrête, ça ira beaucoup mieux. Si ce n'est pas le cas, si ça s'aggrave,
évidemment, quid de l'avenir. Donc tout ça pour dire qu'il faut absolument aujourd'hui regarder la réalité en face, rester extrêmement prudent, en espérant que nos dirigeants, les dirigeants mondiaux, sauront enfin, j'ai envie de dire, prendre les bonnes mesures, parce que pour l'instant, c'est vrai que c'est pas génial. Donc voilà, on garde l'espoir malgré tout, mais il faut rester extrêmement prudent, que ce soit sur les marchés boursiers, sur les taux d'intérêt et sur l'avenir de l'économie française. J'aimerais vous donner des meilleures nouvelles, bien entendu, mais j'espère qu'elles viendront un jour. Mais pour l'instant, il faut encore une fois être très prudent et regarder la réalité en face. Encore une fois, merci beaucoup pour votre fidélité. N'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner, à faire abonner. J'espère qu'on va atteindre les 100 000 abonnés d'ici l'été prochain sur la chaîne YouTube. Merci donc pour votre fidélité. Portez-vous bien, bonne continuation et à très bientôt.